C'est le temps de la dernière présentation de ces journées du terrassement 2016, une présentation qui a pour thème l'engagement de la profession de terrassier vis-à-vis de l'environnement. L'environnement, c'est notre défi de demain. Je dirais plutôt que c'est notre défi d'aujourd'hui, car ce qui se passe en cette période d'évolution climatique accélérée impose des mesures. La sensibilisation des populations semble acquise. Beaucoup, citoyens, acteurs divers, entreprises, se sont déjà positionnés, se sont déjà engagés, sans doute pas assez. Comme d'habitude d'ailleurs, souvent la société civile est un peu en avance sur le politique, dont la lourdeur trouve aussi des prétextes dans le blocage généré par certains égoïsmes. Il y a les gens qui ont réagi plus ou moins tôt, qui se sont engagés plus ou moins fort. Qu'en est-il de ces terrassiers dont nous parlons depuis 2 jours, qui, dans notre imaginaire simpliste de citoyens, parfois, pas vous bien sûr, puisque vous êtes avertis, mais dans l'imaginaire simpliste des citoyens, comme je le disais hier en provoquant Marc Petit, sont des conducteurs de gros engins qui viennent arracher nos arbres, dénicher nos oiseaux, détruire le refuge de la faune en enlevant toute la flore. Patrick Boisson, c'est la question que je vous pose. Je rappelle que vous êtes président de la commission développement durable du SPTF, UMTM. Les terrassiers, qu'est-ce qu'ils font pour l'environnement ? Ça est tout l'objet de ce qu'on va voir maintenant. Donc j'espère que ça répondra à la question. Mais avant de démarrer, je vais vous montrer un petit film, juste pour planter un peu le décor. Je crois que le film porte bien son nom. Le monde change. Et même si on peut discuter des chiffres qu'on a vus défiler, il y a de gros changements qui sont à venir, notamment en matière de population, en matière d'urbanisme, en matière d'environnement, en matière d'énergie, en matière de ressources, de biodiversité, l'eau. Vous n'avez peut-être pas bien vu sur les dernières slides parce que c'était assez rapide, mais l'évolution de la température depuis 1920, ou quelque chose comme ça, c'est une source NASA entre 1885 très exactement et 2012, l'augmentation est de l'ordre d'1 degré. Vous n'avez peut-être pas bien vu, mais globalement, c'est passé du bleu à l'orangé, voire au rouge par endroit. Oui, le monde change. On est dans l'actu parce que 2015, depuis qu'on prend des mesures de température, a été en moyenne l'année la plus chaude qu'on ait connue. C'est vrai. Alors je ne sais pas si on peut se référer à une seule année, peut-être pas, mais en attendant, c'est sûr qu'on ne peut pas nier qu'il y a un problème, oui, ça c'est clair. Et puisqu'on parle de notre température à nous, en France, on va regarder ce qui se passe en France, justement. Alors en France, au niveau de la faune, vous allez voir que... Alors ça, c'est une projection 2050. Projection 2050, vous avez toutes les espèces, poissons, les oiseaux, les insectes, qui vont remonter du sud vers le nord, de manière très complète. Si on regarde les espèces végétales, c'est la même progression, c'est-à-dire actuellement les espèces méditerranéennes, tout ce qui est pin maritime, chêne vert, qui sont bien sûr cantonnés dans le sud, en 2050 devraient occuper à peu près 60% du territoire. Et puis tout ce qui est plutôt de l'espèce feuillue, chêne et châtaignier, va être poussé également vers le nord-est. Si on regarde l'évolution, peut-être d'ailleurs ce qui est le plus important, des débits des rivières et des fleuves en France, alors sans rentrer dans le détail de cette carte, tout ce qui est orangé, rouge et violet, c'est une diminution de débit située entre 20 et 30%. Il y a juste des petites zones qui augmentent en bleu, mais là c'est plutôt parce qu'il y aura des inondations, quoi. Voilà. Donc perte de 20 à 30%, c'est quand même pas mal au niveau des débits, et donc une grosse influence également sur les nappes phréatiques. Si on continue à regarder ce qui se passera en bord de mer, la projection, toujours 2050, prend en compte une montée des eaux de 30 cm. Alors 30 cm, vous savez qu'on parle de 8, de 10, de 30, de 1 mètre, on ne sait pas trop. Les gens ont plutôt tendance à s'accorder que ça sera autour de 30 cm. Alors évidemment, quand on regarde la carte, la France ne va pas être submergée comme certains endroits du monde, mais il y a quand même des zones importantes qui vont être touchées, principalement par érosion, toutes les zones en bleu, et puis également des zones submergées, sont les zones en violet,
trouvez la Camargue, vous trouvez tout le Languedoc, le sud-ouest. Puis on remonte également dans le nord sur Deauville et sur Calais. Et plus un certain nombre de gros problèmes, probablement dans tous les estuaires. Si on continue notre promenade et on regarde les températures, alors là, c'est un peu plus évocateur, ça, les températures. Là. Ça évolue dans le même sens, bien sûr, hein, tout remonte. Vous avez Lyon qui se retrouve en Alsace, vous avez Tours en Champagne, Paris à Lille, et puis les villes espagnoles sont venues coloniser, ou du moins par la température, le sud. Alors, je ne sais pas s'il y a des Corses dans la salle, mais vous voyez que vous allez vous retrouver à Alger. Je trouve que c'est une belle illustration de la remontée des températures. Et puis, je vais vous montrer maintenant une carte qui va nous faire mal, collectivement. C'est le déménagement des vignobles. Alors là, ouais, c'est la catastrophe. Vous avez le Champagne qui est parti en Angleterre et en Alsace. Et s'il y a des Bordelais, le Bordeaux en Bretagne et en Normandie. Alors, le sud de la France est aussi colonisé par des cépages là, qui sont plutôt actuellement en Afrique du Nord. On ne parle pas du Bourgogne. Moi, je suis bourguignon. Je ne parle pas du Bourgogne, donc je pense qu'il va rester en Bourgogne. Mais c'est pas sûr. C'est pas sûr. Bon, donc quand même, oui, de gros bouleversements à venir, probablement avec des conséquences importantes. Je crois que la société civile aujourd'hui a de plus en plus conscience de ça. D'ailleurs, ceux qui ont un peu écouté ce qui s'est passé lors de la COP 21, il ne se passe jamais grand-chose, mais ceci dit, je crois que cette année, il y a eu une véritable envie de faire bouger les choses. Ça bougera lentement, probablement, mais il y a une véritable envie. Et là, je trouve que c'est très bien. Oui, bah, moi qui suis bordelais, j'ai un peu des angoisses. Ça fait réfléchir. Je n'avais pas pensé à me retirer en Angleterre pour ma retraite, hein, pour être c'est franc. pourtant Donc, ce qu'il faudrait faire. Il faut peut-être que je prépare. Bon, c'est bien gentil, là, vous nous avez présenté des choses fortes, impressionnantes, mais les terrassiers, contre ça, ils vont faire quoi? Acheter des vignes. Non, on est convaincus, nous, que les États, les politiques font leur job aujourd'hui, même si ça n'avance pas vite, mais enfin, ils font leur boulot. Mais on est également convaincus, et encore plus que ça, que ce sont les entreprises qui doivent prendre en main un certain nombre de choses. Et nous, dans la profession des terrassements, on l'a dit longuement ces derniers jours, on est au contact des éléments naturels, de la nature et des éléments naturels en permanence. Et on voit bien aujourd'hui qu'on a de plus en plus de phénomènes très importants qui nous arrivent. La pluie, du vent, beaucoup d'événements qui étaient qualifiés de décennales et qui sont passés maintenant à centennales, voire millénaires, nous arrivent traditionnellement tous les 3, 4, 5 ans, quoi. Donc on a vraiment une évolution actuellement du climat que nous ressentons. Millénaire quand même, vous pouvez donner un exemple, parce que c'est quand même impressionnant, un événement millénaire qui se produirait tous les 3-4 ans. Alors c'est vrai que c'est un peu difficile, parce que le millénaire est forcément calculé, parce que les références, elles ont 100 ou 200 ans. Où il est là, Gilbert, là. Bon, il m'écoute plus à cette heure-là. Ça, c'est juste un retour de balle, parce que hier, il m'a un peu charrié. Oui, non, il y a par exemple, sur Montpellier, récemment, 2014 et 2015, donc tout récent, on a eu vraiment 2 gros épisodes de pluie très très intenses, qui ont emporté beaucoup de choses sur nos chantiers, qui a abordé en début de nos journées le sujet d'A75, là, qui a vu l'autoroute se couper en 2 parce qu'il y avait un problème de dimensionnement de buse. Oui, on ne sait pas si c'est millénaire. En attendant, les calculs montrent que ça l'est. Des événements très très importants nous arrivent en ce moment. Donc c'est pour ça que pour nous, les terrassiers, il était évident de faire quelque chose. Ça répond un peu à la question, qu'est-ce qu'on peut faire ? En 2009, on a commencé à y réfléchir, 2008-2009, et on a été amené à signer une convention d'engagement volontaire, ça a déjà été évoqué tout à l'heure, avec des engagements très forts et très concrets. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on est en 2016, donc on était, nous, en 2009. 2009, on avait déjà cette démarche,
Et on a signé des engagements concrets, et c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Oui, quels étaient ces engagements? Parce que c'est vrai qu'on a vu pas mal de manifestations qui ressemblaient un petit peu à des coups de com', donc là vous êtes allé plus loin. Non, vous allez voir, oui, vous allez voir, c'est vraiment des engagements. Alors, on ne peut pas dire que c'est un coup de com', c'est vraiment quelque chose qu'on avait dans les tripes, et on a vraiment des engagements qui sont très concrets. On va les balayer. Donc, premier engagement consistait à réemployer ou valoriser les matériaux naturels. Ça a été l'objet ce matin de pas mal de discussions et de débats. Nous, on était en 2009, et on s'est mis comme engagement et comme objectif de réaliser 100%. Alors je ne sais pas, si vous voyez, je ne sais pas qui a écrit 100%, je me rappelle un peu qui, mais j'ai quand même gonflé, quoi. Je veux dire, 100%, voilà. En 2009, il fallait... je crois qu'il fallait être gonflé, il n'y a pas d'autre mot. Deuxième engagement, il fallait être gonflé, mais ça a été partagé par tout le monde, hein, quand même. Deuxième engagement concernait la biodiversité et le milieu naturel. Notre engagement était de, évidemment, faire beaucoup de choses pour les préserver. On y reviendra tout à l'heure. Troisième engagement concernait bien sûr les gaz à effet de serre, avec un objectif de réduction de 33%, ce qui est pas mal quand même, à l'époque. Un quatrième engagement concernait l'eau. Alors l'eau, j'aurais tendance à dire, même si évidemment c'est quelque chose qui était un peu dans l'air du temps, je ne pense pas que dans les entreprises, en attendant dans le milieu des TP, c'était quelque chose de classique, quoi. Nous, les terrassiers, on s'est engagés à réduire l'eau, et excusez du peu, on a visé comme objectif 50%. Alors quand on a dit 100% sur les réemplois de matériaux, on avait quand même quelques idées pour l'atteindre, même si 100% ça reste un but très très difficile. Sur l'eau, quand on a écrit 50%, c'était plutôt un défi, quoi. Je veux dire, on a écrit 50% pour ne pas écrire 45 ou 55, mais on n'avait pas bien les idées très claires sur comment on allait faire. Vous verrez quand même qu'on a pas mal réussi. Cinquième engagement consistait à accroître la performance environnementale des entreprises, c'est-à-dire en fait favoriser les solutions variantes et surtout faire en sorte de donner un outil ou des outils aux maîtres d'œuvre et maîtres d'ouvrage pour que ces solutions variantes puissent passer et être analysées lors des appels d'offres. Enfin, sixième engagement, peut-être un petit peu plus classique, surtout qu'on a largement débattu de ça au cours de ces 2 journées, c'était de participer au développement de la recherche et surtout diffuser l'innovation. On a quand même tendance un peu à participer, à faire pas mal de choses en recherche. On avait un peu moins tendance à la diffuser, chacun gardant un petit peu son innovation ou son développement pour lui. Donc, en résumé, des objectifs très, très importants, 3 objectifs mesurables, hein, le réemploi, les gaz à effet de serre et puis l'eau, et puis des objectifs plus qualitatifs, hein, mais dans ces objectifs qualitatifs, des actions relativement concrètes, quelque chose d'assez pragmatique, ambitieux. Et je rappelle, je l'ai dit déjà au moins 2-3 fois, mais on était en 2009. Justement, on était en 2009, on est en 2016 maintenant. Est-ce qu'on peut faire un petit point d'étape? Parce que l'horizon était court, finalement. Si vous voulez, on va faire un bilan, oui. On va faire un bilan de là où on en est aujourd'hui. Donc, ça va être un peu fastidieux, parce qu'on va les reprendre tous les uns derrière les autres. Où en est-on aujourd'hui, en 2016? Alors, sur le premier engagement, 100% de remploi des matériaux excavés. En 2009, on a fait cette courbe, là, pas trop vite. On a fait cette courbe, la courbe bleue. Courbe bleue, c'était l'objectif qu'on s'était fixé pour arriver au 100%. Vous voyez qu'elle passe par des hauts et des bas, si j'ose dire, là. Avec au début des méthodes un petit peu plus traditionnelles pour y arriver, et puis derrière des méthodes plus radicales, la pente s'accélère, et tout au bout, tout au-dessus, là on comptait sur les méthodes de recherche et développement pour atteindre les 100%. C'est un peu ce qu'on a vu ce matin avec les matériaux A4, qui n'étaient pas des matériaux à l'époque réutilisables et qui pourraient et peuvent le devenir aujourd'hui. En fait, on a tracé cette courbe bleue, et donc aujourd'hui, voilà où on en est, en 2015, puisque notre dernier, on est à 85%. C'est vrai d'ailleurs que si on regarde, je m'en suis aperçu tout à l'heure, mais ça ne m'était pas venu à l'esprit avant, si on avait tiré une droite à l'époque, on serait sur la droite quand même, hein, c'est pas mal. Mais bon, c'est pas par ce chemin-là, c'est pas par la droite qu'on y est arrivé. Alors comment on y est arrivé? On a joué sur plusieurs facteurs.
En premier lieu, on a joué sur les projets. Après, on a joué sur le réemploi lui-même, les facteurs de réemploi. Et enfin, on a joué sur ce qu'on appelle les emprunts liés ou des échanges de matériaux. Donc, sur les projets, et ben là, je crois que je vais appeler... on a joué sur les profils en nom, on a joué sur tout un tas de choses, mais je crois que je vais appeler quelqu'un qui va m'expliquer. Donc, un ami, j'appelle un ami, voilà, qui va venir nous expliquer. Donc, je vais appeler Claude Follet. C'est Mr Beam, hein, vous vous rappelez, là, hier, là, voilà. Voilà, qui va nous expliquer quelles actions on a sur les projets. Merci Patrick pour ce titre de Mr Beam qui va me coller pendant 20 ans maintenant. C'était un compliment. Hein. Oui, je le prends comme ça. Donc j'ai monté un petit film pour montrer l'importance de connaître les quantités de matériaux, puisque dans tout réemploi, ça signifie d'abord qu'on doit maîtriser la quantité de bons ou de mauvais matériaux. Donc le réemploi passe par la connaissance du sous-sol et la maîtrise des quantités des différents matériaux extraits à travers les couches géologiques rencontrées. Grâce à des reconnaissances géotechniques de plus en plus performantes, nous sommes désormais capables de générer un modèle assez précis, comme vous voyez à l'écran, et avec l'apport du dynamisme et des objets paramétriques dans les outils de conception, on va pouvoir générer un projet dit intelligent qui va s'adapter au modèle géotechnique. À l'écran, vous voyez un profil en travers avec des pentes de talus qui sont renseignées par les natures de matériaux, d'accord, et qui vont se dessiner dans le modèle 3D en fonction des couches géotechniques avec des dispositions constructives, des risbermes, des masques. Parce que le projet est intelligent et entièrement dynamique, on va pouvoir facilement faire des simulations. On peut étirer l'axe en plan. Là, à l'écran, vous voyez, on étire rapidement le profil en long et on va voir la mise à jour automatique sur les profils en travers et sur la vue en 3D. Évidemment, on peut répéter cette opération de façon indéfinie pour essayer à chaque fois, en ayant les quantités instantanément, d'avoir les volumes par couche. Donc ce qui est valable pour le projet va aussi l'être pour la couche géologique. On est capable de faire des simulations pour les couches géologiques en modifiant les profils, comme à l'écran, ou en influant directement sur un pendage ou sur un niveau de nappe, par exemple. C'est parce qu'on va pouvoir faire automatiquement des simulations très, très, très rapidement sur le modèle et sur le projet qu'on va pouvoir maîtriser les quantités et donc avoir des atouts importants dans la stratégie du mouvement de terre. Voilà. Merci. Alors, vous avez vu, on peut l'applaudir. Vous avez vu, bon là c'est un peu la Ferrari qu'on vous a présentée, c'est-à-dire tout est automatisé, hein, mais on peut également faire la même chose, si j'ose dire, à la main, c'est-à-dire analyser les couches, et puis ensuite jouer sur le projet avec des topos. Voilà. Donc cette première action sur les projets a consisté à adapter, tant que faire se peut, les projets au mouvement de terre ou le mouvement de terre au projet, enfin réciproquement, de manière à essayer déjà d'économiser des matériaux sur le projet lui-même. Non, j'ai encore autre chose. Non, j'ai pas de commentaires à faire, j'en ai pas tout le temps. Hein. si, il me semblait, mais ça fait rien. Non. Bon, non, mais est-ce que c'est une action qui était à faire avec, ah oui, mais c'était les après, maîtres d'ouvrage? Non, oui, je vais poser la question, mais pas tout de suite. Oui, hein, c'est une action que l'on fait avec les maîtres d'ouvrage. Bien, bah, du coup, on ne sait plus où on en est, c'est bien, voilà. Si, on passe après. La vue suivante, s'il vous plaît. Donc, on a vu l'action sur les projets, enfin sur les profils et sur les projets. On va regarder maintenant les actions qu'on a menées sur le réemploi lui-même. Et on appelait ça, nous, le réemploi intelligent. Alors bon, ouais, c'est peut-être pas un bon terme, mais enfin, ça consiste en fait à essayer de remployer un maximum les terres, dans des endroits qui sont utiles. Alors, c'est comme ça qu'on a appelé intelligent. Oui, bon, mais enfin, il fallait trouver le terme. Alors, je vais vous montrer quelques vues des choses qu'on fait de manière maintenant très classique. Un merlon anti-bruit, par exemple. À la place, on voit... Top, va pas si vite. À la place de l'écran anti-bruit, on aurait pu prolonger l'écran anti-bruit, mais pour employer les terres, on a substitué l'écran anti-bruit avec un merlon anti-bruit. En plus, c'est pas déplaisant.
Des aménagements également de type écologique, où là on va reboiser toute une parcelle. Des aménagements de type paysager dans un diffuseur. Et puis des aménagements qui croisent un peu tout ça, par exemple paysager et écologique. Alors celui-là il est quand même pas mal, je l'aime bien parce que en dehors du plan d'eau, c'est une retenue collinaire, on voit plus le réaménagement, quoi. Donc c'est quelqu'un qui disait, je sais plus hier, c'était dans le film d'introduction, c'est bien quand nos projets on les voit plus, en fait, ben là c'est à peu près ça, c'est-à-dire on a fait du réemploi et on le voit plus. Donc là c'est je pense la chose ultime à laquelle on doit tendre. On appelle ça réemploi intelligent. Donc on a vu les actions sur les projets, on a vu les actions sur le réemploi lui-même. On va regarder maintenant des actions sur ce qu'on appelle des emprunts liés ou des possibilités de se servir d'un projet pour aller sur l'autre. On a déjà vu quelques choses ce matin là-dessus, j'y reviendrai. On va regarder un petit film. Un film qui était tourné sur le projet d'A9 à Montpellier. Nous sommes ici sur le doublement de l'autoroute A9 à Montpellier, un chantier complexe en milieu périurbain qui rassemble 3 des plus gros terrassiers français. C'est un chantier de 15 km, dont 5 km de travaux neufs et 10 km de doublement de l'autoroute actuelle sous circulation. Le mouvement de terre de ce chantier étant à la base déficitaire, nous avons dû trouver des ressources complémentaires. Une des fortes contraintes du projet est la sursaturation du réseau routier desservant le chantier. Il était impératif de trouver une ressource au plus proche du déficit et qui n'impacte pas ce réseau routier. En amont du projet, nous avons prospecté le long du chantier. Et finalement, nous avons découvert sur la commune de Baillargues un projet de base de loisirs avec des bassins. Les 300 000 m3 à terrasser pour ce projet permettaient de combler notre déficit. Toujours dans l'idée de ne pas perturber le trafic local, nous avons créé une piste afin d'acheminer directement les matériaux extraits. Nous avons ainsi fait transiter 300 000 m3 de matériaux. Bien entendu, des autorisations administratives étaient nécessaires, et notamment auprès de l'Adréal. Nous avons donc établi un dossier ICPE d'ouverture de carrière complet pour ce projet. Finalement, c'est une opération gagnant-gagnant pour la collectivité et pour le chantier. Gagnant-gagnant d'un point de vue économique et d'un point de vue écologique. On peut dire que le bilan carbone du chantier a été sensiblement amélioré. Vous avez vu que c'est un chantier compliqué quand même, il n'était pas évident d'amener des matériaux sur place. Donc on a couplé ces deux projets, l'empreinte Baillargues et le chantier d'A9. Alors on aurait pu montrer beaucoup d'exemples comme ça, hein. Vous en avez vu 2 ce matin là, dans la présentation de Simon Bonne, la table ronde, où on a parlé, vous avez vu le film sur Figeac, et également le transport de matériaux entre les fouilles de bâtiments de Montpellier et le projet CNM. Il y a aussi des tas et des tas de projets comme ça. Et pour terminer, donc, il y a, sur cet engagement, il y a également d'autres développements, mais on les a vus également en matière de R&D, qui devraient nous conduire à approcher des 100%, ou du moins à se rapprocher des 100%, même si 100%, ça reste quand même un objectif très très difficile à atteindre. On va passer à l'engagement numéro 2. Engagement numéro 2 concerne la biodiversité. Là également, il n'était pas évident en 2009 de savoir ce sur quoi on pouvait s'engager en matière de biodiversité. Donc on s'était fixé des objectifs concernant la prise de conscience, déjà, parce que c'était quelque chose qui n'était pas vraiment évident pour nos gens de chantier. Des objectifs concernant la diffusion de l'établissement et la diffusion de méthodologie.
Et puis un grand dessein qu'on avait, c'était de créer une signalétique spécifique pour la biodiversité. Et enfin, bien sûr, une fois que tout ça aurait été mis en place, c'était d'entretenir la formation et la vigilance de notre personnel. Vous avez parlé de prise de conscience, c'est pas si évident de faire prendre conscience à tout le monde. Vous avez pratiqué comment ? Non, surtout, c'était déjà, il fallait qu'on soit conscient nous-mêmes, hein, parce que c'était pas si évident que ça, effectivement. On a commencé par comprendre un peu ce qu'il y avait sur les chantiers, à l'amont, avec l'aide des maîtres d'œuvre et maîtres d'ouvrage. Et en 2009, c'était pas complètement dans l'air du temps, si j'ose dire. Et ça commence par l'établissement de cartes. Je vais vous montrer 2 exemples, hein, très rapidement. Là, c'est un enjeu faunistique. On ne va pas rentrer dans le détail, hein, mais là où c'est orange, l'enjeu est assez fort. Là où c'est violet, l'enjeu, il est majeur, il est très fort. Et jaune, évidemment, c'est entre les deux. Voilà, donc on trace la carte, et puis du coup, on va pouvoir repérer, vous avez le projet, bien évidemment, et on va pouvoir repérer sur le projet les zones qui sont potentiellement à enjeu. Une autre carte qui est du même style, mais qui est montée, c'est un peu le must de ce qu'on fait aujourd'hui. C'est-à-dire que non seulement on a la même chose en termes de traçabilité géographique des enjeux, mais on y associe également une planification des contraintes. C'est le petit rectangle que vous voyez avec pas mal de couleurs, même si ce n'est pas très lisible. On va donc tenir compte des périodes de possibilité de travaux en fonction de la faune, la flore, nidification, coupure pour abattre les arbres, etc. etc. Donc là, on est déjà dans quelque chose d'un peu plus élaboré sur nos chantiers. C'est une information que vous diffusez comment à vos personnels, à tous les responsables ? Alors, c'est sûr que c'est très compliqué de diffuser, donc on a établi pas mal de consignes, de retours d'expérience, de méthodologie, et l'idée c'était de savoir où est-ce qu'on allait pouvoir stocker tout ça et comment on allait pouvoir diffuser. Mais là, je vais appeler un spécialiste pour vous en parler, donc je vais demander à Philippe Ravache, qui est là présent, de venir nous expliquer ce qu'on a mis en place. Alors Philippe, il est président du groupe, il est terrassier déjà pour commencer, et puis président du groupe biodiversité à la FNTP. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous parler effectivement d'une action de diffusion d'informations et de méthodologie sur la biodiversité. Alors cette action, elle est menée dans le cadre de la FNTP, donc dans le cadre de ce groupe de travail sur la biodiversité. Et plus largement, c'est une action également qui fait suite un peu dans la logique de l'engagement des terrassiers de 2009 à un engagement de la FNTP qui se traduit par un plan d'action qui a été validé en 2014 dans le cadre de la stratégie nationale pour la biodiversité du ministère de l'écologie, et donc qui est aujourd'hui un engagement reconnu et qui est en cours de mise en œuvre avec 3 orientations principales, donc, qui rejoignent bien sûr ces objectifs-là. Donc la première, c'est de sensibiliser l'ensemble des entreprises de travaux publics à la biodiversité, donc par divers moyens qui sont mis en œuvre à travers ce groupe de travail. Le deuxième orientation, c'est de diffuser effectivement des méthodologies, des outils, des retours d'expérience le plus largement possible pour que ces outils soient connus de l'ensemble des entreprises de travaux publics à travers, je dirais, des échanges publics-privés. Et la troisième orientation du groupe et de la FNTP sur ce thème, c'est effectivement de se faire reconnaître en tant que professionnel des travaux publics comme un acteur engagé dans la prise en compte de la biodiversité à travers nos métiers, à travers nos pratiques, et d'avoir, je dirais, des relations privilégiées avec l'ensemble des acteurs de la société qui traitent de ces sujets. Donc voilà 3 objectifs. Alors, sur le thème de la diffusion des méthodologies, donc vous voyez ce qu'on appelle le centre de ressources du génie écologique, qui est donc une plateforme Internet qui a été développée à travers un partenariat assez large et qui a pour objectif donc de tester des pratiques en matière de génie écologique et de les faire valoir sur ce site, de valoriser toutes les bonnes pratiques qui sont mises en œuvre sur les chantiers avec souvent une expérimentation qui est partagée sur le terrain avec les acteurs locaux, mais qui ensuite peut se développer et se reproduire sur de nombreux sites.
tous les retours d'expérience qui sont liés à ces pratiques sont valorisables également sur le site. Et donc mutualiser l'ensemble de ces pratiques au sein des acteurs qui sont associés à ces problématiques, donc public, privé, maître d'ouvrage, maître d'œuvre et entreprise, bien entendu. Alors, ce partenariat, il a été fait donc à travers un acteur qui est le pilote de cette action, qui est l'ATEN, l'atelier technique pour les espaces naturels, qui est un établissement qui va être très prochainement intégré dans l'Agence nationale pour la biodiversité. Donc le ministère de l'écologie est également partie prenante, la FNTP et un certain nombre d'autres acteurs de la filière qui chacun contribuent à la création de cet outil et à son fonctionnement dans les années qui viennent, puisqu'il vient d'être mis en ligne, donc c'est assez récent, ça a été mis en ligne en octobre 2015, mais c'est déjà opérationnel. Donc vous pouvez aller sur le site donc, qui est accessible à travers les mots-clés génie écologique, donc vous tombez directement sur ce site, et donc vous pouvez accéder au site. Donc slide suivante, s'il te plaît. Voilà, donc voilà le site tel qu'il se présente dans sa page d'accueil. Aujourd'hui, donc, il est déjà renseigné. Il y a une entrée qui est intéressante, qui est l'entrée en bandeau, qui détaille les thèmes qui sommes-nous, qu'est-ce que le génie écologique, quelles sont les actualités liées au génie écologique, les retours d'expérience. Donc il y a déjà un certain nombre de retours qui ne sont pas encore très nombreux, mais l'objectif c'est d'en avoir le plus possible. Et il y a aussi une rubrique très intéressante qui est déjà, elle, pas mal fournie, qui est la documentation et les outils sur ces sujets-là. Et vous pouvez accéder à une liste qui est déjà accessible avec des documents détaillés, téléchargeables, qui peuvent vous apporter beaucoup d'informations. Et donc, il y a également des formations qui sont proposées sur ce site, donc des formations souvent pilotées aujourd'hui par l'ATEN et diverses initiatives qui ont pu être mises en œuvre par les partenaires du projet. Alors, ce site est gouverné par un comité de direction qui intègre les partenaires, dont la FNTP, et il y a également un comité technique et scientifique qui valide tous les contenus du site et qui oriente, je dirais, le développement du site en apportant des avis éclairés au comité de direction. Et on peut signaler que dans ce comité technique et scientifique, la FNTP est également représentée, ce qui apporte, je dirais, un caractère de terrain important pour que les sujets qui soient portés par ce site soient des sujets qui soient effectivement concrets et qui puissent être mis en œuvre sur le terrain et qui ne soient pas trop, je dirais, théoriques. Donc il y a également dans le site, vous pouvez accéder également à travers un moteur de recherche qui permet une entrée par différents critères, région, type d'action, etc. Bon, aujourd'hui, le contenu du site n'étant pas encore très développé, je vous conseille plus un accès par les rubriques directes où vous avez la liste de tout ce qui existe, plutôt que de chercher des critères qui aujourd'hui tombent souvent sur un ensemble vide, puisqu'il n'y a encore pas assez d'informations sur le site pour pouvoir, je dirais, croiser tous les critères. Et alors, dernier élément, bien entendu, c'est aussi une vitrine. Ce site peut être une vitrine pour les travaux publics et les terrassiers. Donc, vitrine de ce qu'on est capable de faire sur ce sujet-là, et on fait beaucoup de choses. Et donc, on a la possibilité donc, de déposer un retour d'expérience qu'on considère comme intéressant pour la profession et de le mettre en valeur et de montrer ainsi qu'effectivement, les entreprises sont innovantes sur ce sujet-là, prennent de l'avance parfois sur d'autres acteurs et sont capables de valoriser leurs moyens. Donc ça, c'est tout à fait accessible. Et vos retours d'expérience passeront bien sûr par la moulinette du comité scientifique et technique, et si elles sont validées, seront ensuite inscrits sur le site. Voilà, je vous remercie. Merci Philippe. Si vous permettez, Patrick Boisson, on a vu des tas de choses. On a vu des méthodes, on a vu des cartes, on a vu un site internet, c'est bien. Alors, si on reste primaire, ce qui est ma nature profonde, moi je pense aux conducteurs de gros bahuts, enfin aux conductrices, parce que depuis ce matin, on voit des femmes au volant. J'ai bien compris que la profession a beaucoup évolué. Comment fait-elle pour éviter la libellule et la petite fleur? Vous voulez dire ça? Par exemple? Ouais. Ah, c'est pas une conductrice, ça. C'est pas une conductrice. Bon.
Ouais, c'est vrai que c'est un problème, hein, quand vous êtes au volant d'un engin de 100 tonnes, c'est pas le cas de celui-là, mais et puis perché à 3 ou 4 mètres de hauteur et qu'on vous demande de faire attention à la petite orchidée sauvage Serapias ou Epipactis, vous avez quand même un petit problème, quoi, hein, voilà. Même si on a fait la carte avant et qu'on a repéré la zone, le conducteur ou la conductrice d'engin a un peu du mal à l'identifier de loin, si j'ose dire. Alors on va vous montrer, donc du coup on s'était engagé à l'époque, c'était une idée comme ça qu'on avait, mais je pense qu'elle est maintenant bien en place, on s'était engagé à faire une signalétique de la biodiversité. En fait on s'était dit, parce qu'avant on les signalait, mais chacun dans son coin, alors on mettait une petite planche, coup de peinture blanche, on écrivait attention fleurs sauvages, je sais pas quoi, enfin chacun faisait en gros sur son chantier ce qui lui passait par la tête. C'est un peu comme si la signalisation routière dépendait des régions, des départements ou des États. On se retrouverait un jour devant un stop qui serait jaune, rouge, rond, carré, voilà. Personne ne le reconnaîtrait. On s'est dit qu'il fallait qu'on mette en place une signalétique de la biodiversité, entre guillemets, universelle, au moins en France, et plus si affinité. Donc on a travaillé sur cette signalétique. Je vais vous montrer à travers un petit film ce que ça donnait. Regardez un peu comment c'est fait, c'est-à-dire qu'il y a d'abord un dessin qui montre immédiatement la zone, le type de zone qu'on veut protéger. Ensuite, il y a un bandeau rouge qui complète. Ici, c'est plan d'eau sensible. Et puis, sur la droite, vous avez des emplacements qui sont réservés pour des pictogrammes d'interdiction. Et il y a quelques emplacements également, si on veut, pour indiquer le nom du chantier et le logo de l'entreprise. Donc en France, sur les 3 grands projets, il y avait plus de 1500 panneaux de ce type qui ont été déployés. Sur la presque totalité, pas la totalité, mais la presque totalité aujourd'hui des chantiers, des petits projets ou des projets plus moyens, on déploie également cette signalétique. Ça devient un petit peu, en attendant, en France, ça devient quasiment universel. Moi, j'appelle un peu les maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre qui sont dans la salle, non pas à l'imposer, mais plutôt à essayer de la favoriser. Et puis ça s'applique également à l'ensemble des autres métiers, hein, des travaux publics, au bâtiment, à la route, etc., quoi. On a réfléchi à essayer d'avoir quelque chose de simple et de parlant, encore une fois, pour que les gens qui sont au volant de leurs engins, de leurs voitures, puissent avoir l'attention attirée. Tout le boulot de prospection avant, il est fait précisément sur des cartes, mais l'idée c'était de signaler la biodiversité, faune, flore, riverains, enfin la totalité de ce qu'il faut protéger avec une signalisation particulière. Donc vous revoyez les panneaux ici. C'est en constante évolution, hein. On est en train de réfléchir à un panneau plante invasive aujourd'hui, parce qu'on a découvert sur un chantier que quelqu'un avait fait une plante invasive à sa manière à lui, quoi, puis qu'il fallait aujourd'hui en tenir compte. Vous avez des pictogrammes également, là, qui sont des pictogrammes d'interdiction. C'est en constante évolution. C'est quelque chose qui est à votre disposition sur le site de la FNTP,
La FNTP est beaucoup un vecteur de diffusion, vous l'avez vu pour la biodiversité. Vous allez sur le site, vous téléchargez les panneaux, vous composez votre panneau et puis vous l'amenez à votre fournisseur de panneaux ou d'imagerie et puis il vous le fera. Tout est normé au niveau de la façon de le construire. C'est à disposition. Vous l'avez également sur les stands. C'est visible sur les stands là, qui sont à l'entrée. Ouais, en même temps, ça vous a fait voir un peu quelques images d'aménagements environnementaux là, que l'on a fait au passage. Alors toujours dans l'engagement numéro 2 qui concerne la biodiversité, on s'était engagé à former notre personnel, à entretenir la vigilance. Là, on a 3 actions principales. Il y a d'abord l'accueil sur les chantiers. Tous les chantiers aujourd'hui, tous les gens qui arrivent sur nos chantiers sont accueillis. C'est une obligation d'un point de vue sécurité, mais on a adjoint à cet accueil une grosse partie environnementale, et notamment on retrouve, vous allez voir sur la slide qui va venir, on retrouve notamment la biodiversité. C'est-à-dire que les gens qui sont accueillis savent à tel endroit, sur ce chantier en particulier, qu'il y a des zones de protection. Donc, première action, donc l'accueil. Deuxième action, peut-être encore plus importante, c'est les quarts d'heure environnement. On a l'habitude depuis des années de faire des quarts d'heure sécurité sur nos chantiers. De plus en plus, on bascule maintenant avec, non pas moitié-moitié, mais 1 sur 4 à peu près, un quart d'heure environnemental. Et on peut retrouver un certain nombre de thèmes de ces quarts d'heure environnementaux, sur les espèces protégées, notamment sur plantes invasives ou sur les enjeux. Je crois que j'ai sauté dans la foulée revient en arrière. Ouais. J'ai parlé de l'accueil sur chantier, mais il me semble qu'il y avait autre chose. Non, il n'y a rien. L'accueil systématique, voilà, ouais, et quart d'heure. Non, c'est bon. Il restait donc effectivement un autre volet qui était la formation. Un gros volant de formation également au niveau de l'environnement et de la biodiversité. Et je pense que là, ce qui est encore mieux, c'est de regarder un film. En 2016, les entreprises adhérentes du syndicat professionnel des terrassiers de France sont pleinement conscientes des problèmes liés à la biodiversité. Suite à la signature de la Convention d'engagement volontaire, un vaste programme de formation ambitieux a été mis en place. Il passe par l'ensemble de la chaîne de management opérationnel, de l'assistant chef de chantier au chef de chantier, au conducteur de travaux en passant par les conducteurs d'engins. Ces formations recommencent par un apport théorique en salle. Tout d'abord, la première journée a pour objectif de présenter l'ensemble des démarches environnementales, dans quelle politique à la fois internationale, mais également politique d'entreprise, se place le développement durable et les pratiques environnementales sur le chantier. Pour ma part, en tant qu'organisme de formation partenaire, je les accompagne sur les aspects de communication, comment, à titre individuel, ils peuvent transmettre les informations à leurs équipes pour améliorer, pour prendre en compte les différents aspects de développement durable et mettre en place des pratiques dans le respect de l'environnement sur les chantiers. Comment individuellement, vous allez pouvoir promouvoir ces messages sur les aspects de développement durable et des pratiques environnementales, d'un point de vue donc purement personnel, et puis d'un point de vue plus collectif, et notamment à travers l'exercice, vous vous souvenez que l'on avait fait l'après-midi sur l'animation du quart d'heure environnement.
Ensuite interviennent deux chargés environnement de l'entreprise. C'est une intervention interne qui permettent de analyser avec les encadrants les pratiques concrètes auxquelles ils sont soumis sur le chantier. Donc à la fois les documents administratifs, de façon à pouvoir respecter la faune, la flore, l'eau, les espèces d'une façon générale, et ce qu'ils doivent mettre en place pour respecter l'environnement lors des chantiers. Puis enfin, il s'agit de promouvoir, de leur donner des actions concrètes pour développer auprès des équipes l'ensemble du parcours qu'ils auront donc acquis depuis cette journée. Sensibiliser les terrassiers à la biodiversité, je pense que c'est moderniser notre métier. C'est une réponse à ceux qui pensaient que notre métier ne pouvait plus évoluer. L'image du terrassier de demain, ce serait celle de l'entrepreneur qui est au petit soin avec la nature. J'ai envie de leur dire merci, là, parce que ça se passe de commentaires à la fin, là, hein, quand les gens qu'on forme eux-mêmes nous disent c'est moderniser notre métier, je pense que c'est vraiment ce qu'on cherchait. Alors ça, c'est un modèle de formation, il y en a plein d'autres, hein, mais c'est vraiment très intéressant dans les conclusions. On ne les a pas forcés à dire ça. Donc on a terminé l'engagement numéro 2, on va passer à l'engagement numéro 3. L'engagement numéro 3 qui était de réduire nos émissions de gaz à effet de serre avec un objectif de 33%. Donc première phase, en ce qui nous concerne, c'était de faire un peu l'analyse de nos émissions de gaz à effet de serre. On ne va pas dire qu'on a été surpris, mais le petit graphique parle de lui-même, quoi. Il y a plein de choses qui agissent peu, et il y a un poste qui agit énormément, c'est le poste de transport. Enfin, ça ne choque personne, j'imagine. Enfin, il fallait l'analyser quand même. Et donc, on a décidé d'agir sur l'ensemble, mais principalement, évidemment, sur le poste de transport. Si on voulait atteindre nos 33%, c'est vraiment sur celui-là qu'il fallait faire quelque chose. Donc, on a décidé de créer un indicateur de suivi et de créer un indice. On a créé un indice qu'on appelle, attention, de temps en temps, on se fait des petites formules comme ça, là, hein, IGESTER, voilà, indice de gestion du terrassement, non, GES, pardon, voilà, du terrassement. Et alors, ça consiste à mesurer notre consommation en litres par heure, en faire la somme et diviser ça par les kilowatts du parc matériel. Ça fait qu'on a quelque chose de constant en suivi, quelle que soit l'évolution du parc, quoi. C'est la seule façon qu'on a trouvé d'avoir un vrai indice qui nous permette de voir si on progresse ou pas. À partir du moment où on a créé notre indice, on a fait notre indicateur et on s'est mis à le suivre. Et voilà donc le résultat qu'on a aujourd'hui, donc en 2016, une nette décroissance de notre consommation et donc une nette amélioration des gaz à effet de serre. Ça doit faire 26% en 2015 sur un objectif de 33%. Je ne sais pas si ça apparaît sur la slide, peut-être pas, ça apparaît pas. Voilà, donc je l'attendais, mais c'est pas venu. Ouais, donc 26%. Comment avez-vous fait pratiquement pour arriver à ce résultat? Parce que 26%, c'est énorme. Oui, c'est pas mal. Ouais, je pense il y a des moyens. Quels sont ces moyens? Ouais. Et surtout que là, ça doit être reproductible. J'imagine que ça peut intéresser des tas de gens, ce genre probablement, oui, probablement. Ouais. Surtout que là, en plus, vous voyez, la décroissance s'est faite très très fortement dans les premières années, mais ça s'explique. Donc on a agi sur 3 facteurs. Le premier, c'est le parc matériel lui-même, l'adaptation du parc matériel.
Le deuxième, c'est sur les méthodes de terrassement. Et dans les terrassements, le principal consommateur de carburant, de gaz à effet de serre, et donc d'émissions de gaz à effet de serre, c'est l'état de la piste. C'est la piste. Et puis un troisième volet d'action concerne notre personnel et la formation à une conduite plus raisonnée, on va dire. On appelle éco-conduite. Alors sur l'adaptation du parc matériel, c'est assez simple. Un matériel, sa durée de vie, c'est entre 5 et 20 ans, des fois plus, enfin mettons une dizaine d'années. Donc on renouvelle notre matériel, pour autant qu'on ait du travail, hein, c'était également pas mal dit en début, si on a du travail, on renouvelle le matériel. Et quand on est à faire du renouvellement, on a aujourd'hui, puisque les constructeurs ont pas mal avancé, un choix à faire. Et à titre d'exemple, dans ma société, on s'est retrouvé confronté à un achat de grosses machines, des engins Volvo, pas mal d'engins, je sais pas, une bonne vingtaine, peut-être un peu plus. Et on avait un choix assez simple. On achetait du matériel d'ancienne génération, ancien moteur, qui était moins cher. Et on avait la possibilité d'acheter du matériel nouvelle génération, avec une consommation de l'ordre de 20 à 25% en moins, mais qui était plus cher. Donc on avait ce choix politique à faire. On a fait le choix de prendre des machines avec plus cher, avec des moteurs de consommation moindre, qui nous ont évidemment aidé à atteindre ça, mais globalement, quand on calcule sur leur durée de vie, alors évidemment, il faut attendre la durée de vie, hein, mais sur leur durée de vie, globalement, on sera également, d'un point de vue économique, on sera plus économique. Voilà. Et en même temps, plus respectueux de la planète. Donc voilà, on a fait ce choix. Je crois que la plupart des terrassiers aujourd'hui ont ça dans la tête. Le parc matériel nouvelle génération permet d'améliorer largement nos émissions de gaz à effet de serre. C'est pour ça qu'on voit la courbe qui décroît très rapidement, parce que dans les années 2008-2009, à l'occasion des grands chantiers, on a été amené à racheter et à renouveler du parc matériel, et on a fait ce choix d'acheter des machines moins polluantes et moins consommatrices. Deuxième action concerne les méthodes de terrassement. Et je l'ai dit, un des principaux facteurs, c'est la piste. La piste, suivant qu'elle est bonne ou pas bonne, elle tire sur les pneus, elle offre une résistance plus ou moins importante. Et à partir du moment où la résistance est importante, on a de la surconsommation et donc de l'émission de gaz à effet de serre. Et là, je vais vous inviter à nouveau à avoir une petite animation qui sert à la formation de nos gars sur l'état des pistes. Entretenir une piste consiste à lui conserver ses caractéristiques de roulage en cours de chantier, lorsque trafic et intempéries les dégradent. Un bon arrosage a double effet. Il protège la cohésion de la piste et lutte contre les poussières nuisibles à la sécurité et à l'environnement. En période de pluie, il faut savoir arrêter le trafic plutôt que de laisser détruire la piste. Avant reprise du trafic, il faut laisser la surface s'assécher par évaporation, puis reprofiler au gradaire et cylindrer sans trop vibrer. En cours de chantier, des ornières et des ondulations peuvent apparaître sur la piste. Les ornières seront reprises à la niveleuse et la zone sera compactée soigneusement. Les ondulations sont révélatrices de désordres plus profonds et peuvent entraîner la destruction de la piste. On les réduira à la niveleuse, mais si cela ne suffit pas, il faudra purger et reprendre les zones détruites. Rappelons que le tracé d'une piste s'implante et qu'en aucun cas il doit être empirique. Tous ces efforts permettent d'améliorer les conditions de travail du personnel, sa sécurité et limitent la casse du matériel.
D'autre part, l'environnement est ainsi respecté et le chantier est mieux accepté par les riverains. Bon, c'est un film qui sert à la formation, j'ai dit, donc c'est vrai que l'état de la piste, c'est très très important sur la consommation et donc sur le gaz à effet de serre. Troisième action, c'est un peu ce qu'on appelle communément l'éco-conduite, c'est-à-dire que c'est la formation de nos conducteurs à la conduite en mode doux. En gros, ce qu'on leur dit, c'est que ça ne sert à rien d'aller vite pour s'agglutiner les uns les autres et d'avoir une espèce d'effet d'accordéon. Il vaut mieux rouler correctement, non pas vite, mais correctement, et avoir un déroulement régulier du cycle de transport, ce qui permet d'avoir autant de rendement, sinon plus, et en même temps d'avoir une conduite économe. On a également d'autres actions, mais on les a vues largement tout à l'heure et même hier, là, sur la recherche et développement. Je ne vais pas revenir dessus, mais enfin, sur les engins nouveaux matériels, notamment des engins électriques. Aujourd'hui, on a des engins thermiques et électriques, mais il y a pas mal de développement sur l'engin électrique lui-même. Vous avez vu la pile à combustible, donc qui va se servir de l'hydrogène, et ce qui serait pas mal si on y arrive. Et puis, la chose assez impressionnante qui est le vérin accumulateur d'énergie là, qui permet de stocker et donc de restituer après l'énergie au lieu de la laisser partir. Toutes ces actions de recherche et développement devraient arriver à terme, alors je ne parle pas de la pile à combustible, mais dans quelques temps, et puis nous aider encore à progresser un petit peu vers le 33%. Donc voilà pour l'engagement numéro 3. On va passer à l'engagement numéro 4. L'engagement numéro 4 concernait l'eau. Alors je rappelle, l'eau, à l'époque, 2009, ce n'était pas quelque chose qui était vraiment très évident ou qui semblait très évident, même si certains en parlaient pas mal. En attendant, dans la profession, c'était pas vraiment d'actualité. Et nous, on s'est dit qu'on allait faire 50% de notre réduction. Alors 50% de la réduction, ça correspond à l'économie d'une consommation d'une ville de 20 000 habitants dans une année. C'est pas si mal. C'est pas si mal. Hein. Donc, voilà, on s'est posé la question de comment on pourrait y arriver. Et on s'est mis quelques objectifs, dont le premier, c'était de recycler l'eau. Essayer de recycler l'eau. Et après, on s'est dit qu'on pourrait faire un peu de développement également là-dessus, et notamment sur le matériel. Et puis, j'y reviendrai tout à l'heure, on avait en tête d'élaborer une méthode qu'on a appelée Q sur S de l'eau, une méthode là, qui permettrait d'économiser l'eau. Il faut dire qu'à l'époque, l'arrosage des pistes, c'est là le principal facteur de consommation d'eau, il était relativement empirique encore. Il l'est encore par endroits, relativement empirique. Donc voilà le résultat. Aujourd'hui, en 2016, on arrive à un résultat inespéré ou qui dépasse en attendant nos prévisions, parce qu'aujourd'hui, on est à 67% d'économie. Et en fait, la principale action qui nous a permis d'atteindre ça, c'est le recyclage de l'eau. Alors, le recyclage de l'eau, c'est tout bête, hein, on crée des bassins, on les rend étanches pour qu'ils nous servent en même temps de bassins pour la diffusion, enfin interdire ou la diffusion des MES. On fait des bassins, on les rend étanches, on les rend accessibles et on pompe dedans. C'est tout bête, mais on le fait de plus en plus sur nos chantiers et ça évite d'aller pomper dans les rivières, d'aller pomper dans les canalisations d'eau ou dans la nappe, tout bêtement. Là. Donc avec cette action qu'on a menée, toute entreprise confondue et qu'on suit aujourd'hui, on est à 67%. À 67% par rapport à nos 50%, bah, c'est pas mal. C'est même plutôt inespéré. On n'avait sincèrement pas, à l'époque, imaginé qu'on pourrait faire aussi vite. Mais comme on a encore d'autres idées, mais on va continuer à recycler l'eau. Voilà un exemple là d'un bassin avec son approche, là, et puis en même temps, qui sert de rétention pour les MES. Donc on construit la piste à côté, et puis on peut pomper. On va continuer également avec des développements qui sont en cours.
Alors sur le matériel, notamment, on est en train de tester actuellement dans plusieurs entreprises des matériels, enfin des systèmes de pulvérisation de l'eau qui vont nous permettre de doser l'eau. Donc au lieu de rejeter avec les queues de carpe qui jettent de l'eau de manière totalement anarchique, on a des systèmes également de pulvérisation. C'est pas évident parce qu'on est sur des chantiers, on est dans des conditions boueuses de temps en temps, avec voilà, donc c'est pas évident d'utiliser ce type de matériel, mais il y a des outils qui sont en test actuellement. On a également, mais ça on vous en a déjà parlé, je reviendrai pas dessus, la méthode scientifique dont la machine est en démonstration, non pas en démonstration, mais en exposition dans le stand du SPTF. Et ça, c'est pour arriver à cette fameuse méthode Q sur S de l'eau. Vous pouvez nous dire ce que veut dire Q sur S? Ah oui, alors Q sur S, allez, je vais revenir un petit peu en arrière. Il y a une trentaine d'années, 30-35 ans, ouais, au moins, quand on faisait du compactage, on mettait des compacteurs. Pour les bonnes entreprises, ils tournaient toute la journée. Pour les moins bonnes, ils ne tournaient pas toute la journée, mais on faisait un remblai, on mettait des compacteurs. Quand on en avait un, on en mettait un. Quand on en avait deux, on en mettait deux, et ils compactaient. Pas vraiment de manière organisée. Donc, à l'époque, c'était les CT ou choses comme ça qui sont mis à avoir une réflexion scientifique sur le compactage et qui ont fini par adopter ou à proposer une méthode qui s'appelle méthode Q sur S. La méthode Q sur S, c'est je mesure la quantité d'énergie de compactage que je fais sur une zone donnée et je la compare à la surface balayée. C'est tout bête, mais ça donne l'énergie de compactage apportée. Donc. Et en même temps, comme on suit ça de près aujourd'hui, on est sûr que le balayage des compacteurs, il est fait au bon endroit et qu'on a bien apporté la quantité, l'énergie nécessaire. Et en même temps, on a travaillé sur les compacteurs pour les améliorer. Et du coup, on met moins de compacteurs. On apporte moins d'énergie qu'avant où on mettait des compacteurs voilà, toute la journée. Donc on s'est dit qu'on pouvait faire la même chose ici. Pour autant qu'on connaisse la nature des matériaux, qu'on connaisse un peu mieux le matériel, qu'on connaisse les actions qu'il y a à faire pour l'élévation de poussière, c'est ce qui vous a été expliqué hier. Quand on connaîtra tout ça, on imagine qu'on pourra faire des prescriptions qui seront du type Q sur S, c'est-à-dire qu'on apportera la bonne quantité d'eau en fonction de la pluviométrie, de l'état hydrique du sol, de l'état naturel de la journée, s'il pleut évidemment, enfin si c'est l'hiver, si c'est l'été, si c'est... Voilà, en fonction de tout ça, on sera à même de donner aux entreprises une méthode qui dira vous devez tourner avec tel type de matériel, 2 heures, 3 heures, sur tel type de sol. C'est ça qu'on appelle la méthode Q sur S de l'eau. Je ne sais pas comment on l'appellera, mais ça sera une méthode plus scientifique pour permettre l'arrosage. Et là, on devrait faire également un grand progrès, je pense, sur la diffusion elle-même de l'eau avec la quantité suffisante à l'endroit où il faut. Alors, on arrive quand même, c'est pas mal, à l'engagement numéro 5. L'engagement numéro 5, c'était d'accroître la performance environnementale des entreprises. Et là, je vais vous demander de patienter un petit peu. On ne va pas le faire tout de suite, finalement. On va passer à l'engagement numéro 6. Vous verrez pourquoi tout à l'heure. L'engagement numéro 6, ça va aller assez rapide également parce que c'était donc de participer à des programmes de recherche et développement. Je crois que ça a été abordé longuement tout à l'heure au cours de ces journées. Il y a 2 programmes phares, il y en a d'autres, mais il y a 2 programmes phares. C'est le programme Terre d'Ouest, dont vous êtes maintenant bien au courant, qui consiste à améliorer le réemploi des matériaux, notamment A4. Il n'y a pas que ça, mais en finale, il y aura ça également. Et ça va nous permettre de réutiliser aujourd'hui des matériaux qui n'étaient pas réutilisables. Il y a également le programme Terre durable, dont on vous a parlé également tout à l'heure, qui devrait, qui s'attaque, lui, aux ouvrages en terre sur les matériaux, les matériaux non saturés, qui devraient également nous permettre de faire quelques progrès supplémentaires sur le réemploi des matériaux.
Donc l'engagement numéro 6, oui, on est bien parti dans ces recherches et développements sur une frange de matériaux qui ne sont pas aujourd'hui dans le domaine de la réutilisation si on se contentait de lire le GTR. Donc on a terminé, mais on n'a pas terminé. On va revenir à l'engagement numéro 5, peut-être que j'ai repoussé tout à l'heure, parce que celui-là, je vais me faire accompagner. Je vais demander à Jean-Baptiste de Prémar de monter sur scène, et puis également, voilà, à Tanguy Le Borgne de monter. Ça a été défloré tout à l'heure, quoi. Lorsqu'on a signé cette convention d'engagement volontaire, on s'était promis qu'on développerait un éco-comparateur. L'éco-comparateur, il était déjà bien avancé par nos amis de l'UCIRF. Je vais te laisser présenter ce que vous aviez fait, et puis vous verrez qu'on l'a un petit peu amélioré aujourd'hui. Bonjour à tous, moi je vais revenir sur la logique de l'engagement volontaire, et puis on était avec Patrick et Michel à la genèse de la préparation des axes proposés par la profession devant la puissance publique. Et je veux féliciter les terrassiers de la qualité des objectifs tels qu'ils les avaient imaginés à l'origine, et de la qualité et des résultats qu'ils atteignent grâce à ces engagements volontaires. Ce qui prouve en fait que derrière une volonté de la puissance publique à attirer l'attention, si les entreprises jouent le jeu, parce qu'elles le jouaient déjà avant, sauf qu'elles ont capitalisé, consolidé leurs actions, elles arrivent à ces résultats. C'est vrai que dans la genèse du projet, on était confronté à quelqu'un qui s'appelle Philippe de Redoulez, que certains dans cette maison connaissent, qui, au titre du CETRA, était le gardien, en quelque sorte, d'objectifs atteignables. Et il y a eu beaucoup de discussions entre les routiers, les terrassiers, bien entendu, la maîtrise d'œuvre, l'État aussi, mais également l'ensemble des collectivités locales qui s'étaient engagées. Et on voit à travers ce bilan qui est fait que ce n'est pas de la com', c'est une réalité du quotidien qui est capable d'être consolidée et qui sert le plus grand nombre, en plus de servir évidemment les intérêts écologiques et de la planète. Sur l'éco-comparateur, en fait, il faut rendre justice aux entreprises de l'UCIRF, et trois d'entre elles en particulier, qui avaient créé un éco-comparateur, une éco-conception, en vue de proposer des variantes aux collectivités locales, aux maîtres d'ouvrage. Sauf qu'elles étaient dans un concept individuel d'entreprise, de performance d'entreprise, de distinction d'entreprise dans des cadres des appels d'offres de travaux. Et au fond, à la faveur de Grenelle de l'environnement et de cet objectif de créer cet éco-comparateur, elles ont accepté de donner à la profession leur travail, le fruit de leur travail, pour en faire un éco-comparateur unique, avec un objectif bien précis. Les maîtres d'ouvrage disaient, les variantes, on veut bien les proposer, mais on ne sait pas comparer des offres d'entreprise. On veut bien les proposer, mais on n'a pas la capacité ou l'ingénierie suffisante pour être en capacité, effectivement, de bien juger au moment où l'appel d'offres est ouvert et au moment où on doit choisir l'entreprise. L'idée de l'éco-comparateur unique, c'était de permettre à un maître d'ouvrage d'intégrer évidemment la logique de l'éco-comparateur, donc qu'il soit accessible pour lui, et c'était aussi de dire que cet éco-comparateur devait être accessible au plus grand nombre des entreprises, puisque vous savez que dans le code des marchés publics, tout ce qui est discriminant ne peut pas être évidemment mis dans une spécification technique d'appel d'offres. Donc ces objectifs étaient des objectifs importants. Pourquoi ? Parce que les entreprises ne cessent d'innover. Pour autant, les maîtres d'ouvrage ne répondent pas toujours à leurs innovations. Je vais vous citer un chiffre simple pour comprendre ce que je veux dire. C'est que quand on regarde les chiffres de la comptabilité publique sur ce qu'on appelle les marchés publics de travaux, les marchés publics qui sont ouverts aux variantes, c'est 5% des cas. À travers la création d'un outil de ce type, on veut évidemment inverser la tendance, donner confiance aux maîtres d'ouvrage et aux maîtres d'œuvre, et permettre aux entreprises de donner leur meilleure capacité d'innovation. Sèvres, c'est au fond ce concept qui a été mis en application dans le cadre de cette convention d'engagement, aujourd'hui qui vit sous forme de société anonyme,
et qui a rempli ses objectifs, ouvert à tous. Toutes les entreprises peuvent accéder à Sèvres. Le coût pour s'y abonner est un coût tout à fait raisonnable. Les maîtres d'ouvrage peuvent y accéder, les maîtres d'œuvre peuvent y accéder, les écoles de formation d'ingénieurs peuvent y accéder. Aujourd'hui, c'est un outil qui fonctionne en soutien d'appels d'offres de travaux. Il est différent d'un outil que connaît bien cette maison qui s'appelle Écorce, qui est un outil de conception d'infrastructures. Sèvres se veut un outil vraiment très opérationnel, très proche de l'appel d'offres. C'est pourquoi il propose des indicateurs tout à fait simples qui touchent à ce qui était présenté. Le gain énergie, le gain CO2, la ressource naturelle économisée. On retrouve bien là tous les engagements des terrassiers. Et terrassiers et routiers qui étaient solidaires pour s'engager devant la puissance publique, devant leurs entreprises, devant leurs maîtres d'ouvrage, ont décidé de se retrouver pour étendre des indicateurs spécifiques à leur métier. Et c'est ce qui va donner lieu à une nouvelle version de Sèvres, que je pense va vous présenter Tanguy, au moins pour les indicateurs qui concernent cette profession. C'est très important aussi d'avoir une logique qui vise à être transparent sur les données, qu'elles soient partagées par tous. Important aussi que l'outil soit mesuré par rapport à une revue critique. Enfin, très important, de faire vivre un club d'utilisateurs pour que les maîtres d'ouvrage, les entreprises et les maîtres d'œuvre puissent effectivement comprendre son système et ses évolutions. Sèvres va prendre beaucoup d'ampleur grâce à cette coopération avec les terrassiers. Elle va prendre d'autant plus d'ampleur qu'un autre module, route et VRD, est proposé dans cette nouvelle version. Si bien que les critères se sont ajoutés tout en restant simples, ils sont mesurables, ils peuvent être des engagements, ils peuvent être des chiffres indicatifs. Voilà à quoi correspond Sèvres. Donc, c'est porté par la direction technique de l'UCIRF, donc Christine Leroy et Ismaël Camagnol qui est dans cette salle. C'est porté par les terrassiers désormais avec l'UCIRF dans le cadre d'une même société qui s'appelle Sèvres. Voilà pourquoi nous sommes heureux effectivement de ce partenariat et voilà pourquoi dans les semaines qui viennent, nous allons rendre public tout ce travail en commun pour le promouvoir et le promouvoir auprès de qui ? Auprès des maîtres d'ouvrage et des maîtres d'œuvre. Je vous remercie de votre attention. Merci Jean-Baptiste. J'avais quelque chose à dire, mais finalement, j'ai plus rien à dire parce que tu as tout dit, c'est parfait. Voilà. Moi, je voulais quand même souligner effectivement le partenariat, parce qu'il n'y a pas d'autre mot là, entre l'UCIRF et puis le SPTF sur ce sujet-là. On a vraiment partagé des valeurs communes pour faire en sorte que, comme tu l'as dit si bien, ce soit un outil à la disposition des infrastructures, à la disposition des maîtres d'ouvrage. On va regarder avec Tanguy maintenant qu'est-ce qu'il y a, non pas dans le détail, mais comme indicateur dans le nouvel outil qui va sortir. Donc, pour répondre à la dernière question, là, on voyait la date. Jean-Baptiste parlait de quelques semaines, plutôt quelques jours, j'espère. En tout cas, on y travaille pour, début avril, avoir une sortie officielle. Donc, Sèvres, c'est un système d'évaluation environnementale, comme il a été dit, donc pour la réalisation de travaux, historiquement de chaussées, mais donc, aujourd'hui, maintenant, on va inclure les travaux de terrassement, grâce à l'intégration d'un module dédié et intégré à l'outil. Donc, Sèvres, à quoi va-t-il nous servir ? Il va servir aux entreprises à valoriser leurs variantes. Donc, variantes et covariantes, surtout. Ces variantes vont sortir finalement du savoir-faire, tout le savoir-faire qui vous a été présenté tout au long de ces journées. Donc, pour tenir en compte finalement de la spécificité des travaux de terrassement, Sèvres a évolué en intégrant d'autres indicateurs. On est arrivé maintenant à 6 indicateurs, 4 indicateurs quantitatifs. Je vais commencer par vous présenter le premier, qui est la préservation des ressources. Dans cet indicateur, on inclut plusieurs informations. On a enrichi le premier, l'indicateur historique qui était présent dans Sèvres.
On parle maintenant à la fois de consommation en granulats naturels, on parle également de consommation d'agrégats d'enrobés, donc toute la quantité qui est utilisée sur le projet, donc une partie un peu plus spécifique chaussée. Des choses qui vont être un peu plus spécifiques terrassement, toute la partie consommation en matériaux recyclés, donc on fait un petit peu écho à tout ce qui avait été dit sur l'économie circulaire. Et enfin, grande information, grand indicateur pour le terrassier, donc c'est la consommation de déblais issus et réutilisés sur le projet. Donc cet indicateur va permettre pour le terrassier de mettre en valeur toutes les solutions techniques qui permettent un réemploi maximum des matériaux, comme le traitement des sols. Donc je ne vais pas revenir sur les projets Terre d'Ouest, etc. Donc c'est vraiment l'application, c'est vraiment l'outil pour le vendre. Mais il pourra aussi faire la promotion de tout le savoir-faire, comme l'établissement de mouvements de terre vertueux, donc avec l'optimisation des déblais remblais, donc l'optimisation des ressources, mais aussi de l'économie circulaire en utilisant des matériaux provenant d'autres projets. Autre indicateur, la tonne kilométrique. Donc ça, c'est un indicateur qui va nous permettre de mesurer finalement tout l'effort pour tendre vers un zéro apport extérieur au chantier. Donc, encore une fois, une valorisation au maximum des matériaux pour éviter un transport hors du projet sur le réseau local. Donc, on évite toute la détérioration de ce réseau local et on évite aussi toute la gêne engendrée pour les riverains. Deux indicateurs historiques, donc la consommation énergétique et les émissions de GES. Donc là, on va pouvoir mettre en valeur tout le savoir-faire de planification finalement, ou d'optimisation du fil rouge, où on va essayer d'avoir une distance moyenne de transport la plus faible possible, donc beaucoup moins de transport, donc moins d'émissions, moins de consommation d'énergie. Mais on peut citer, comme l'a dit Patrick tout à l'heure, tout le travail qui peut être fait sur les pistes, tout le travail qui peut être fait sur le matériel, ou enfin sur la manière dont conduite, donc l'éco-conduite, etc. Donc là, on a vu les 4 indicateurs quantitatifs. Se rajoutent 2 indicateurs déclaratifs. Donc, le premier, la gestion de l'eau. On a voulu l'introduire tout de suite. On n'a pas une maturité, comme le disait Patrick, voilà, en 2009, 50% de réduction, c'était ambitieux. Mais on s'est dit qu'il fallait le mettre tout de suite, même si ce n'est pas un indicateur quantitatif, calculé. Au moins, ça nous permettait de mettre en valeur tout le travail qui est fait sur le projet pour toutes les actions de reporting pour suivre cette consommation en eau. Une fois avoir fait un bilan initial, etc., on saura mener les actions qu'il faut pour réduire cette consommation en eau. Et une des actions fortes qu'on peut mettre en valeur, comme le disait Patrick, c'est la création de bassins le plus tôt possible dans le projet, provisoire ou définitif, pour pouvoir utiliser cette eau dite recyclée. Et enfin, le dernier indicateur, donc la prise en compte de la biodiversité. Donc là, on va essayer de montrer tout l'effort des entreprises à entreprendre des actions de préservation de cette biodiversité lors de la réalisation des travaux. Ça peut passer par la rédaction d'un plan d'assurance de biodiversité, donc on intègre toutes les actions spécifiques au projet, et surtout, on va jusqu'à la mesure de l'efficacité de toutes ces actions menées pour essayer d'avoir le maximum de retours d'expérience et de progresser encore en plus dans ce domaine. Voilà, donc je vous ai fait le tour sur les 6 indicateurs maintenant qui sont présents dans la version V3. Sur le stand du SPTF, je suis à votre disposition pour vous montrer un petit peu comment est l'outil en concret. Vous verrez que si vous connaissez l'outil SEV V2, il n'y a pas de choses fondamentales qui ont été modifiées, c'est vraiment une intégration de toutes les spécificités des travaux de terrassement qui avaient été introduites pour arriver au calcul de tous ces indicateurs. Merci Tanguy. Merci Tanguy, merci Jean-Baptiste. Voilà, je pense qu'on assiste vraiment à la naissance d'un nouveau produit là aujourd'hui.
bientôt en ligne et qui va nous permettre beaucoup de choses. Il restera quelques adaptations à faire encore peut-être avec les canalisateurs, l'assainissement, mais on a déjà un bel outil de comparaison de variantes sur les infrastructures aujourd'hui. Voilà. On arrive au terme. À l'heure en plus, hein. Ouais, bon, pas mal. Super. J'ai dit ça avant que vous le disiez. Hein, voilà. Ah non, mais vous avez eu parfaitement raison. Voilà, donc à la question qu'est-ce que vous pouvez faire, vous autres, les pauvres petits terrassiers, par rapport à ces changements qui nous attendent, voilà notre réponse, quoi. C'est-à-dire qu'en 2009, on s'est engagé fortement, on s'est engagé y compris sur des actions et des objectifs pour lesquels on voyait pas trop comment y arriver. Aujourd'hui, j'espère que je vous ai montré ou démontré qu'on est en bonne voie, on y est arrivé, on a beaucoup d'actions, beaucoup de choses qui sont en route, beaucoup de résultats, et ce qui confirme bien que finalement cette profession des terrassiers, quand elle s'engage, elle s'engage et elle tient ses engagements. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Merci Patrick Boisson. C'est les petites gouttes d'eau qui font les grandes rivières. Vous avez apporté votre goutte d'eau qui n'est pas si négligeable que ça. Et vous avez pu comprendre au mutisme que j'ai gardé sur la fin de votre démonstration, que j'avais plus grand-chose à dire. Mes questions provocatrices n'avaient plus grand sens. Donc merci encore pour cette présentation à la fois complète, riche, animée, sur les engagements des terrassiers vis-à-vis de l'environnement.